d'un vieux copain. Moi, je fais de temps en temps les formations au Rézam comme animateur avec Patrick. Voilà. You also make decisions. Okay, you see, but it doesn't matter. That's fine. Voilà, on reprend. Venez, on reprend. Et l'on vient. Alors, il nous reste encore M. David Harris autour d'un regard juridique sur le nouveau paradigme que propose le baclofen. Bonjour mesdames et messieurs, et merci de m'avoir invité à cette très importante conférence interdisciplinaire. Je félicite les chercheurs qui ont mené les essais cliniques à bonne fin. Je suis très heureux que la discussion du traitement par le baclofen s'étende au-delà de la profession médicale. J'ai été avocat à Toronto. Ensuite, j'ai été pendant longtemps avocat de la défense en droit criminel en Angleterre et ensuite procureur en Écosse. Je suis maintenant avocat en Chypre. J'ai eu certaines expériences des affaires pénales et familiales où il est question de l'utilisation du baclofen. Cette expérience m'a amené à écrire un exposé sur ce que je considère comme des changements juridiques importants qui pourraient résulter de l'intérêt et de l'utilisation du baclofen. En préparant cet exposé, je me suis posé la question suivante. Si Olivier Amézin a raison de penser qu'une dysphorie neurologique est la cause de l'alcoolisme, est-ce que cette théorie ne devrait pas se refléter dans la pratique juridique? Cela ne semble pas être le cas. Comment donc les tribunaux ont-ils abordé jusqu'à présent la criminalité et les problèmes familiaux liés à l'alcool? À mon avis, l'intérêt du Dr Amézin sur le traitement de l'alcoolisme par le baclofen en tant que problème neurologique devrait nous amener à réexaminer de fond en comble la façon dont les tribunaux traitent les affaires pénales liées à l'alcoolisme et à réexaminer aussi la pratique des agences gouvernementales qui s'occupent d'affaires de protection de l'enfance où un accusé ou un parent est alcoolique. Une chose qui me préoccupe, c'est que, compte tenu de l'importance de la découverte du docteur Amézin, il y a encore dans les pays anglophones une grande réticence à prescrire le baclofen et très peu de connaissances sur ce traitement. Peut-être qu'en examinant les responsabilités de tous les participants dans les processus juridiques, nous pourrons rendre plus évidente la nécessité d'utiliser ce traitement. Je crois que la littérature scientifique et juridique apporte de quoi justifier l'affirmation qu'une dysphorie liée au système limbique est un facteur causatif à la fois de l'alcoolisme et du comportement violent. Ceci peut expliquer l'étroite association statistique entre l'état d'ébriété et la délinquance violente. Voici une liste des problèmes que l'alcoolisme pose pour les clients et les avocats. Oui, ce sont les problèmes pour les alcooliques dans les processus juridiques. Et comme je dis, c'est comme un rêve terrifiant, sans fin. Les alcooliques se plaignent de souffrir d'une maladie qu'ils traitent eux-mêmes par l'alcool. Ils affirment que c'est cette maladie et non l'alcool qui les a fait agir comme ils ont fait. Cependant, dans la procédure pénale, on estime que ceux qui commettent des infractions sous l'influence de l'alcool
n'ont pas exercé suffisamment de volonté. Leur état d'ébriété est même traité comme circonstance aggravante. Les procès criminels donnent souvent lieu en même temps à des procédures en matière de responsabilité parentale. Voyons maintenant de plus près comment la criminalité liée à l'alcool est traitée actuellement dans les juridictions anglophones. Le concept central dans le droit pénal est la mens rea. Cette expression latine peut se traduire par intention criminelle. Dans chaque cas, cette intention doit être prouvée hors de tout doute raisonnable par l'accusation. Dans tous les cas de troubles mentaux ou de maladies mentales, il incombe à l'accusation de vérifier qu'elle a des preuves suffisantes pour prouver cette intention. S'il existe la moindre preuve que l'accusé souffre d'un trouble mental, l'accusation doit vérifier si cela soulève un doute quant à la culpabilité de l'accusé. Néanmoins, ces règles ne s'appliquent pas dans le cas de l'alcoolisme. L'effet de l'ébriété sur l'esprit a été traité dans le jugement rendu dans la célèbre cause anglaise Majewski, où il est stipulé que, en deçà de la folie, l'état mental provoqué par l'ébriété auto-induit doit être considéré comme mens rea. Ce raisonnement a amené les juges à établir une distinction artificielle entre infraction d'intention spécifique et infraction d'intention générale. Il admet qu'une personne qui est en état d'ébriété peut ne pas être capable de formuler une intention spécifique, mais il maintient qu'elle peut être tenue comme responsable dans le cas d'une infraction de moindre gravité qui ne nécessite qu'une intention générale. Les juristes qui ont commenté l'arrêt Majewski ont été incapables de formuler une distinction rationnelle acceptable entre les infractions d'intention spécifique et d'intention générale. Il peut y avoir des raisons d'intérêt public pour justifier cette distinction, mais elle n'a aucune base logique. Le raisonnement et ses conséquences ont été largement critiquées et dans plusieurs pays rejetés. Par exemple, les tribunaux américains ont adopté diverses approches dans les 50 États. Les tribunaux australiens ont refusé de suivre la distinction anglaise entre crime d'intention spécifique et général. Au Canada, la règle selon laquelle l'état d'ébriété ne peut pas abolir la mens rea a été rejetée, car elle a été jugée contraire aux dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantissent le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. La mens rea est si bien reconnue comme partie intégrante d'une infraction que le fait de ne pas tenir compte de cet élément moral a été considéré comme privant un accusé de la justice fondamentale si l'état d'ébriété soulève un doute raisonnable quant à la nature volontaire de ses actes. Le refus d'accepter l'état d'ébriété comme moyen de défense est basé sur des considérations d'intérêt public et sur un hypothétique lien de causalité entre l'ébriété et les actes de violence. Au Royaume-Uni et ailleurs, il existe cependant un ensemble considérable de preuves qui montrent que bien que l'expérience puisse suggérer que l'alcool facilite la violence en diminuant le sang de ceux qui constituent un comportement acceptable, l'alcool n'est pas lui-même une cause de violence. En fait, cependant, la façon dont sont traités les cas où l'abus d'alcool joue un rôle est contradictoire, souvent illogique et, de l'avis de plusieurs juristes, injuste. Les cas de négligence d'enfants soulèvent également des questions difficiles
Au Royaume-Uni, le rapport du commissaire à l'enfance sur l'abus d'alcool parental intitulé Voix silencieux encourage l'intervention précoce dans les familles. Ceci entraîne souvent le retrait de leur foyer d'enfants de parents alcooliques, souvent à un âge très précoce. Le rapport recommande également d'être réalistique quant aux perspectives de réhabilitation. Il ne mentionne nulle part les traitements médicaux disponibles pour l'alcoolisme. Le rapport ne formule pas ses propres recommandations quant au problème de l'alcoolisme parental. À la place, il reprend les recommandations proposées dans le rapport du Conseil consultatif du Royaume-Uni, Hidden Harm, sur la toxicomanie qu'il estime être également applicable aux enfants d'alcooliques. Ce dernier rapport recommande le placement des enfants en famille d'accueil tout en reconnaissant qu'il y a peu de données sur la qualité et la stabilité du nouvel environnement des enfants une fois séparés de leurs parents. La disponibilité d'un traitement de l'alcoolisme change-t-elle la donne? L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que les pouvoirs publics ne doivent pas s'ingérer dans la vie des familles, sauf en cas de nécessité absolue. Cela implique qu'une agence publique ne doit pas retirer des enfants de leur foyer lorsque la preuve est présentée qu'un traitement comme le baclofen est disponible ou déjà utilisé par un parent alcoolique. En effet, c'est un argument dont je me suis servi au tribunal et qui a été accepté. Tournons-nous maintenant vers la littérature scientifique et juridique pour voir s'il y a un lien entre la violence et les déficiences neurologiques. Peut-on y trouver de quoi justifier l'hypothèse d'une maladie qui serait la cause sous-jacente de l'alcoolisme, telle que la dysphorie d'anxiété décrite par le Dr Ameisen? Au cours des dernières décennies, la relation entre la déficience cérébrale, y compris les effets de l'alcoolisme chronique et le comportement criminel, a suscité de nombreux commentaires de la part des juristes. Certaines études suggèrent que les individus prédisposés à l'agression et la violence ont une anomalie dans le circuit central responsable de la régulation émotionnelle. Le cortex frontal orbital, à travers ses liens avec d'autres zones du cortex préfrontal et avec l'amygdale, joue un rôle crucial dans la limitation des accès impulsifs. On soupçonne que des déficiences dans ce circuit augmentent la tendance à l'agression et la violence impulsive. Dans la littérature juridique et la jurisprudence, il est déjà admis que le dysfonctionnement du cerveau, quelle qu'en soit l'origine, peut avoir des conséquences importantes en ce qui concerne les normes de comportement exigées en droit pénal, et qu'on ne peut pas s'attendre au même degré de contrôle sur le comportement chez une personne qui souffre d'un trouble cérébral organique que l'on demande aux personnes qui n'ont pas ce problème. Par exemple, le manuel de neurologie légale du Dr Marion Wagner explique comment les déficiences du système limbique peuvent provoquer l'agression ou la violence et des réactions de rage. Les lésions du système limbique peuvent entraîner une perte soudaine de contrôle sur les tendances agressives avec comme résultat des épisodes explosifs malgré une stimulation minimale. Le dérèglement du système limbique qu'Olivier Ameisen associe à l'anxiété neurologique sous-jacente à l'alcoolisme semble offrir une meilleure explication du comportement violent
et de la forte corrélation entre l'abus d'alcool et la criminalité violente. Si cette explication était retenue par les tribunaux, elle pourrait avoir comme résultat que beaucoup d'accusés alcooliques seraient détournés du tribunal vers un environnement thérapeutique. Un autre résultat pourrait être qu'on permettre aux familles où il y a un problème d'alcoolisme de rester ensemble. Qu'une maladie puisse fournir un argument à propos de la capacité mentale, cela dépend de sa gravité. Je suggérerais d'utiliser les critères indiqués dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 5 pour troubles dus à l'abus d'alcool. Les avocats ont le devoir de se servir des meilleurs arguments pour défendre le client. Ils ne peuvent cependant pas avancer des arguments sans preuve médicale. Or, à l'heure actuelle, il y a une grande réticence de la part des médecins à prescrire le baclofen. Certains d'entre eux diront qu'ils utilisent déjà des traitements correspondant à la thérapeutique la plus récente. Il est bien entendu du devoir de médecin de prescrire le cas échéant au AMM. Les médecins doivent faire des efforts raisonnables pour s'informer des traitements possibles en demandant conseil à des collègues au besoin. En matière de négligence médicale, les tribunaux anglais ont rejeté, dans le cas de cause Bolitho, la défense basée sur l'état des connaissances, en anglais state of the art. Dans son jugement, la Cour suprême anglaise a déclaré que les experts doivent avoir examiné les avantages et les risques comparatifs des traitements. Elle a déclaré aussi que là où il existe une lacune dans la pratique professionnelle, le tribunal doit examiner cette lacune avec vigilance en se demandant si les raisons invoquées pour mettre un patient à risque sont valides à la lumière de tous les progrès médicaux généralement reconnus, ou si elles découlent de l'adhésion à des idées obsolètes. Les gouvernements et les procureurs peuvent aussi avoir à reconsidérer la façon dont ils traitent les alcooliques. La Convention européenne des droits de l'homme oblige les gouvernements à envisager de détourner ceux qui souffrent de maladies mentales vers un environnement thérapeutique comme un hôpital. Au Royaume-Uni, les procureurs sont obligés de tenir compte de la santé mentale de l'accusé pour décider s'il est dans l'intérêt général de le poursuivre. Les individus aussi devraient se demander s'ils ont une maladie traitable et ils devraient chercher un traitement s'ils commettent habituellement des infractions. Il est difficile d'affirmer qu'un alcoolique doit être relevé de la responsabilité de son comportement s'il néglige de suivre un traitement dont il a connaissance. Mais il est tout aussi difficile de le tenir pour responsable alors que les professionnels ne connaissent pas non plus le traitement en question. Pour résumer, on peut, à mon avis, trouver dans la littérature scientifique et juridique de quoi soutenir l'hypothèse d'une maladie telle que la dysphorie neurologique dont parle Olivier Amézin, qui serait sous-jacente à l'alcoolisme et capable aussi de provoquer un comportement violent. Naturellement, dans chaque cas, tout dépend des faits et du degré de gravité de la maladie. Mais les textes ne manquent pas qui corroborent l'idée qu'une dysfonctionnement du système limbique peut diminuer la capacité mentale. En droit anglais, même l'artériosclérose est tenue
pour capable de causer un trouble mental. Dans les procès criminels et civils, l'importance de la terre d'Olivier Ameisen et du traitement par le baclofen réside dans le fait qu'il incombe au procureur ou à l'agence gouvernementale de démontrer le bien fondé de leur cause s'il veut priver une personne de sa liberté ou de sa famille. Ce sont là des enjeux sérieux. Si les avancées médicales montrent que le comportement d'un alcoolique est causé par une maladie et permettent en même temps de lui redonner la santé, les agences gouvernementales doivent être informées de ce fait. Pour un avocat, les arguments nécessaires ne sont pas difficiles à formuler, car il n'est pas nécessaire qu'il prouve quoi que ce soit. Il n'a besoin que de fournir des informations déclarées. Hâtons-nous donc de reprendre la bonne nouvelle parmi les médecins, avocats, tribunaux et agences gouvernementales. Ils ne sont que trop contents de l'apprendre. J'ai fini. Merci. Merci, M. Harris, de cet éclairage intéressant. Et j'ai eu l'occasion de lire votre conférence avant que vous la prononciez sur la manière de considérer les conséquences de l'alcoolisme sur le plan juridique. C'est assez nouveau, effectivement. En tout cas, merci. Je propose qu'on enchaîne avec la conclusion de Bernard Granger. Bien, mais je crois que nous sommes tous fatigués après cette journée de travail. Donc ma conclusion sera très brève. D'abord, ce sera pour vous remercier les patients parce qu'ils nous apprennent beaucoup. Ça a été dit en début de journée dans la très bonne intervention du professeur Sicard. Remercier les médecins qui ont participé, les médecins français, les médecins étrangers qui ont participé aux travaux d'aujourd'hui et qui utilisent ce produit efficace. Je crois qu'on tient là, et on le sait nous depuis des années, un traitement efficace contre l'addiction à l'alcool, qui ne résume pas toute la prise en charge, mais on ne sera jamais assez réjoui de cette bonne nouvelle et jamais assez étonné de voir que ça gêne certains. Heureusement, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc merci à tous et je pense à l'année prochaine, on va organiser régulièrement comme ça des journées pour partager nos expériences et faire part des nouveaux progrès, des nouvelles études, car il est très probable qu'il y en aura maintenant de plus en plus. Voilà, merci à tous. Voilà.